Bien, chers invités, confrères, partenaires et amis, j'ai le plaisir d'ouvrir la deuxième partie de la journée FIPEC. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir honoré notre invitation et d'être venus nombreux à notre journée FIPEC. Cette journée est importante car elle permet à tout notre écosystème de se retrouver et de participer ensemble à des réflexions stratégiques sur des thématiques clés pour nos professions. Je remercie les fédérations partenaires, les représentants de France Industrie, de France Chimie, de la FND, de la FFB, du MEDEF et bien sûr nos adhérents qui ont déjà été bien accueillis ce matin. Cette année, nous avons choisi de mettre en avant le thème de la formulation au-delà des limites, poussé par des objectifs de durabilité et contraintes par la raréfaction de ressources. La chimie doit se repenser. Quelle opportunité s'offre à nos industries aujourd'hui? Ce thème a été choisi par notre conseil d'administration car il fait écho aux limites géopolitiques actuelles. Pour animer cette deuxième partie, je vous demande d'accueillir Thierry Guerrier, qui accompagne la FIPEC depuis, et très bien d'ailleurs, depuis de nombreuses années, et qui va présenter les intervenants que nous aurons le plaisir d'écouter. Merci Thierry. Je vous en prie, Jacques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jacques, cher Jacques. Je me méfie toujours des félicitations avant, parce que c'est toujours la matière humaine du direct. Et surtout, vous connaissez maintenant mes efforts pour essayer de vous pousser à dialoguer avec d'abord le grand expert, l'orateur qui va intervenir dans quelques instants pour cette première partie pendant 1 heure. Et vous allez voir, ça décoiffe, c'est passionnant. C'est un cosmographe, je vais vous dire dans un instant de quoi il retourne. Ce sera la première partie, au fond, pour essayer déjà de poser le cadre de la réflexion que la FIPEC vous propose ce matin, de savoir comment, aujourd'hui, avec vos industries, votre amont, et puis les produits que vous essayez de mettre au point, dans le contexte extrêmement complexe auquel vous êtes tous, nous sommes tous confrontés, citoyens, mais d'abord entrepreneurs vous-même, comment vous repensez et répondre aux nouvelles exigences dont une partie d'entre elles, sur les territoires, c'est le mot-clé de Maxime Blondeau, comment, à partir de ces territoires, vous pouvez aujourd'hui, avec les contraintes qui viennent du territoire, mais aussi les espoirs, essayer de vous repenser. Donc 2 temps, d'abord cette intervention de Maxime Blondeau dans un instant, et puis un deuxième temps pour penser ce virage que vous êtes tous les jours déjà, comme professionnel, en train d'essayer de réaliser, une table ronde. Alors, Maxime Blondeau, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? C'est à la fois un enseignant, un chef d'entreprise, lui aussi, comme vous, et puis un auteur. Sa discipline, donc j'ai dit, c'est la cosmographie. On est à mi-chemin au carrefour entre l'anthropologie, la sociologie, l'économie et bien sûr la géographie. Le grand jeu, cosmographe, ça figure dans le terme, c'est la géographie, ce sont finalement les cartes. Les cartes, mais aussi, c'est un terme qu'il utilise, les récits des différents territoires. Alors, il va essayer de vous... Enfin, il ne va pas essayer, il va poser sa question à lui des limites et de la façon de formuler autrement. Et au fond, Maxime Blondeau, vous allez le voir dans un instant, nous dit il est devenu vital pour notre société et pour ses acteurs, que sont les entreprises évidemment, vous, d'améliorer notre conscience du territoire et de ses ressources. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est lui qui bien sûr va le faire. C'est quelqu'un, à l'instar de Jean-Marc Jancovici par exemple, ou de Patrick Pouyanné, deux personnages très différents. Il n'est pas polytechnicien, mais il est prof à Sciences Po Paris et aux Mines Paris. Et c'est quelqu'un qui a un compte LinkedIn, par exemple, extrêmement actif, avec le plus grand nombre de vues aujourd'hui en France. Donc il va le faire avec des cartes. Il m'a demandé de préciser qu'il ne vit pas à Paris. C'est pas anodin. Il vit dans le Morbihan. Et il en arrive quasiment. Préparez vos questions et après son intervention, dans quelques instants, eh bien, dialogue avec vous, j'espère. Et puis, il y a un livre à venir, il en parlera à la fin, qui est Géoconscience. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Maxime Blondeau, s'il vous plaît. Merci Thierry.
Bien, et ben, c'est magnifique introduction, merci beaucoup. J'ai exactement 1 heure avec vous, donc l'idée c'est que je vous présente mon regard, la singularité de mon message pendant 45 minutes et qu'on se réserve 15-20 minutes après pour poser des questions. En général, il y en a. Ça suscite des choses et donc on va voir ce que ça va susciter chez vous. Donc en effet, alors il faudrait mettre le canevas, la présentation, le support. Je vais un petit peu attendre que ça se mette en place. Donc je suis enseignant à Sciences Po depuis 2016, aux Mines de Paris également. J'enseigne la cosmographie, je vis dans le Morbihan, sud du Morbihan. J'essaye de continuer, je vais vous parler de la conscience du territoire. Voilà. Notre territoire national, la France, plutôt sous l'angle topographique et géologique. Certains, je pense, parmi vous, reconnaîtront cette carte, ou en tout cas sa composition. Merci beaucoup. Alors, je vis dans le Morbihan. Pour vous parler de la façon dont je vais vous présenter le sujet, moi j'ai fait une école de commerce d'abord, à Reims. Ensuite, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris en affaires publiques. Donc j'ai appris plutôt le langage politique publique, droit, préparation concours administratif. Et 10 ans après une première partie de carrière dans le conseil en stratégie, j'ai repris les études à l'Université de Toulouse pour faire de l'anthropologie. Parce que je me posais des questions sur ce phénomène bizarre et pour autant gigantesque qu'on appelle le phénomène humain. Et j'essayais de comprendre un petit peu, de prendre du recul sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui historiquement. Donc j'enseigne à Sciences Po, mon cours c'est la programmation du monde. À l'origine, je pars de l'anthropologie du numérique. Ça veut dire que je me suis interrogé sur ce que dans notre génération, le numérique faisait à notre représentation du monde. Qu'est-ce que ça change le numérique à la façon dont on perçoit le territoire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les images que l'on reçoit, avec les données que l'on peut capter, avec la façon dont la science ou les médias se transforment, est-ce qu'on perçoit différemment, dans notre génération, le monde qui nous entoure? C'est parti de là. Et en fait, progressivement, j'ai vu que les étudiants en Sciences Po, ça amenait des questions écologiques, des questions politiques, des questions beaucoup plus, on va dire, actuelles, contemporaines. Et donc, ça a évolué vers ce cours, sachant que la programmation du monde, elle est à double titre. Ce cours-là, on m'a demandé de le faire à Centrale Paris, à Centrale Nantes, aux Mines, c'est-à-dire dans les écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce que ça vient questionner le rapport à la technique, à la technologie. Parce que toute technologie change notre rapport au monde. Donc la programmation du monde, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire au territoire lorsque l'on prend une décision technique. Mais c'est aussi l'inverse. Parce qu'on vit dans un monde tellement technicisé, avec de plus en plus de techniques autour de nous, que le monde se met à nous programmer à son tour. Donc la programmation du monde, elle est dans les deux sens. On programme le monde par des grandes décisions dites programmatiques, par exemple en politique publique, et en même temps, le monde nous programme de plus en plus. Il y a tellement de techniques que, finalement, ce sont les technologies qui nous entourent qui nous poussent à regarder à droite ou regarder à gauche. J'ai également créé le programme Territoire Énergie Climat aux Mines de Paris, et là, c'est plutôt à destination des dirigeants de politique publique. Donc c'était Matignon d'abord, les services du Premier ministre, donc toute la partie administrative qu'il y a derrière, on va dire, le cabinet et le ministre, donc la dimension politique. C'est comme un ministère, les services du Premier ministre, c'est des centaines d'agences. Et donc l'idée, c'était de les former pendant 3 jours, ou les questionner sur leur vision du territoire. Qu'est-ce que vous voyez du territoire quand vous prenez une décision de politique publique qui va avoir un impact pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez en priorité? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne regardez pas? Est-ce qu'il y a des angles morts? Est-ce qu'il y a des dimensions entières du territoire qu'en fait, vous n'observez pas ou vous ne prenez pas en considération au moment où vous prenez une décision lourde de conséquences? C'est ça que je fais avec eux, Territoire, Énergie, Climat. Et puis maintenant, je fais des conférences auprès de publics très variés, entreprises, monde économique, monde politique, collectivité, des associations de retraités, des scolaires. J'essaye vraiment de parler à des publics très différents parce que ces sujets-là, le territoire, concernent tout le monde. Et, chose géniale, tout le monde se sent concerné. À sa façon. On a tous un regard, une subjectivité, une façon de le vivre, ce territoire, ou de s'y attacher. Entrepreneur, très rapidement, j'ai créé le Printemps écologique en 2020. L'idée, c'est une espèce d'organisme de R&D syndical. En gros, on s'est dit que les syndicats ont le monopole des négociations collectives. Ça veut dire qu'ils ont le syndical de ce qui peut être créé comme contrainte juridique ou comme cadre de loi réglementaire à l'intérieur d'une entreprise. Or, ce qui est défini comme étant un espace qu'on peut discuter, dialoguer entre les différentes parties de l'entreprise, est défini par le Code du travail. Et nous, on s'est dit, mais en fait, il y a plein de choses que nous, génération, c'était surtout des trentenaires, quarantenaires, à ce moment-là, on a envie de discuter. Sujet écologique, sujet technologique. On a envie d'amener tout ça dans le dialogue social. Donc là, maintenant, il y a 3000 entreprises avec des représentants depuis 4 ans maintenant. Ça grandit, mais c'est un objet de R&D, quoi. C'est un labo
qui est intéressant quand même, puisqu'il vient de poser la question de la gouvernance et du dialogue. Et j'ai lancé Selcop, qui est une coopérative de transport en voilier, là où je vis à Vannes, et qui transporte des passagers depuis 2 ans maintenant entre la France et la Corse. Il y a plusieurs milliers de passagers, des départs tous les jours entre Calvi et Toulon. Et puis là, on a le premier bateau depuis le début du XXe siècle spécialement dédié au transport de passagers à la voile qui a été mis à l'eau hier, qui est sorti des chantiers de La Rochelle et qui transporte 81 personnes. Et donc, on est sur du transport décarboné comme alternative à l'avion. Par exemple, entre la France et la Corse, il y a 4,5 millions de personnes qui prennent l'avion par an pour des trajets inférieurs à 1 heure, 45 minutes parfois, alors que c'est 10 heures de voilier, pratiquement sans pétrole, bon, il y en a un peu toujours. C'est un départ le soir, c'est une arrivée le matin tranquillement après le petit déjeuner à bord. Tout le monde voit ou presque voit des dauphins, des espadons, voit le vivant traverser la Méditerranée. C'est la perception du territoire qui change. Donc c'est une illustration de ce que je raconte. En faisant un choix technologique, on change notre perception du monde, on change notre relation culturelle, matérielle, spirituelle aussi d'une certaine manière avec le territoire. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, mon compte LinkedIn, je me suis mis à partager tous les matins une représentation du monde, une carte, une photo, une infographie. Et bon, ça a rencontré son public puisque c'est devenu un compte important du réseau en France depuis l'année dernière. Voilà pour qui je suis, ce que je fais. Maintenant, vous savez tout, je vais pouvoir passer à mon message. Il est devenu vital, ça a été dit tout à l'heure. Et quand je dis vital, pour moi, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que je pèse mes mots. C'est une question de vie ou de mort. Il est devenu vital, c'est une question existentielle d'améliorer notre conscience du territoire, et en particulier notre conscience collective. Parce qu'individuellement, en fait, c'est plus facile, même si c'est jamais facile, mais c'est plus facile de s'éveiller individuellement par des pratiques de vie ou des choix, et un certain nombre de personnes peuvent se le permettre parce qu'ils ont du temps ou des moyens. Mais collectivement, quand on parle d'une entreprise, par exemple, quelle est la conscience d'une entreprise de son territoire ou du territoire? Que choisit-elle de représenter, de ne pas représenter? Ou d'une collectivité, d'un État, d'une nation? C'est la conscience collective du territoire qui m'intéresse parce qu'elle est beaucoup plus facile à changer. Le problème, c'est que collectivement, on s'aveugle aussi beaucoup plus, mais on peut, je crois, en tout cas c'est ma conviction, changer des déterminants, des ferments culturels à l'intérieur d'une organisation pour changer la perception du territoire. Et ça peut aller vite, je crois. Parce que l'histoire a montré que des changements ont été très, très rapides aussi, dans un sens ou dans l'autre. Et donc on peut déclencher ces transformations, ces mutations. Alors, un exemple de perception accrue de notre relation au territoire qui me semble correspondre pour partie à votre activité, qu'elle soit liée à la peinture, qu'elle soit liée à la chimie, qu'elle soit liée aux ressources, aux métaux, c'est la notion de circularité. La notion de circularité, elle peut être perçue de 2 façons, soit comme une espèce de flux de système économique qu'il faut optimiser, soit comme un lien permanent au territoire et très ancré. Et c'est ce que je veux vous dire, la circularité, ça n'est pas un concept de flux hors sol. La circularité est très liée par essence au territoire sur lequel on l'étudie. Vous voyez la différence entre l'économie linéaire, donc c'est une économie qui va produire un certain nombre de déchets qui ne vont pas être réintégrés soit dans la biosphère ou la géosphère de façon non nuisible, de façon vertueuse. Ça veut dire qu'en gros, il y a une partie de ce qui est produit par l'humanité ou par l'industrie humaine qui n'est plus valorisable, qui devient du déchet. Aujourd'hui, vous avez une idée de la part de l'industrie linéaire, de l'économie linéaire sur la planète? Vous l'avez là. 2018, c'était 9% d'économie circulaire, ça veut dire 91% de tout ce qu'on produit, c'est du déchet. En 2020, 8,6%, ça veut dire que 91,4% c'est du déchet. 2023, 7,2%. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout en train de circulariser notre économie. La trajectoire, elle est bien au contraire en train d'être de plus en plus linéaire, donc de produire de plus en plus de déchets, sachant qu'en plus, la croissance économique fait qu'on produit de plus en plus tout court. Donc ces pourcentages indiquent que la part de production linéaire augmente sans cesse. Et c'est une question qui ne peut se résoudre que si on prend en considération ce problème dans un lieu, sur un territoire, avec toutes ces dimensions extrêmement identifiées, en fait, situées. Et le problème quand on traite ces chiffres-là, ou comme on traite le carbone parfois, ou comme on traite la biodiversité, c'est qu'on ne les situe pas, on ne les ancre pas. Ils sont déterritorialisés. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tous ces sujets-là, on n'arrive pas à les rendre vraiment efficaces et les transformer parce qu'on ne les situe pas. Et ça fait partie de mon message. Alors, qu'est-ce que la cosmographie que j'utilise pour parler de tout ça?
C'est en effet une discipline qui peut faire appel un peu à toutes les sciences, comme l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la science qui peut se permettre de faire appel un peu à toutes les sciences. Vu qu'elle étudie l'humanité, elle étudie la connaissance de l'humanité. Donc je peux faire appel aux sciences de la vie et de la terre, je peux faire appel aux sciences humaines, je peux faire appel à l'art aussi. La cartographie, par exemple, c'est un mode de représentation. C'est lié au design, c'est lié à l'expression graphique. Donc il y a un petit peu de tout ça que je peux combiner. Et pour moi, c'est à la croisée du territoire, des enjeux de technologie et de ce que ça génère, la rencontre entre les deux, c'est-à-dire un imaginaire. Territoire, technologie, imaginaire, voilà comment je définis, moi personnellement, et c'est une vision singulière du sujet, la cosmographie. En fait, la cosmographie, c'est un terme très ancien. C'est peut-être le plus ancien terme pour définir la façon dont on étudie le rapport de l'humanité à son propre univers. Chez les Grecs anciens, il y avait déjà des cosmographes. Le plus grand cosmographe de l'humanité, c'est Claude Ptolémée, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, c'est il y a 2000 ans. Là, c'est une cosmographie universelle du XVIe siècle. Qu'est-ce que c'était la tentative de faire ces œuvres-là? C'était la tentative de se représenter les confins du monde connu, en fait, les limites. On essayait de se représenter notre connaissance géographique, notre conscience géographique, sous la forme de grandes sommes, souvent. Et on essayait de représenter, voilà, nous on est en Europe, on voit vaguement l'Afrique, on voit quasiment pas l'Amérique, l'Extrême-Orient. On n'a aucune idée de la façon dont c'est construit, plus ou moins, à cette époque-là. Et puis, la conscience géographique a augmenté, et ça, c'était les cosmographes qui contribuaient à l'évolution de cette pensée. Aujourd'hui, la cosmographie existe encore dans les universités, c'est une branche de l'astrophysique. On est toujours en train d'essayer de se représenter les limites, les confins de l'univers connu, mais plutôt à quoi ressemble un Big Bang, à quoi ressemble la naissance d'une galaxie, à quoi ressemble le plus loin possible. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on souffre du syndrome du télescope. On a tellement de moyens pour aller voir loin aux confins qu'on en oublie qu'il y a encore à évoluer sur notre perception de l'univers visible immédiat autour de nous. Et donc, en gros, moi, je veux rebrancher la cosmographie, réorienter cette puissance de perception vers le territoire proche, vers notre immédiat. Donc voilà comment je détourne d'une certaine manière la notion de cosmographie. La cosmographie, elle peut se nourrir aussi de ce que l'anthropologie nous apprend. Là, vous avez des représentations du monde, on appelle ça des cosmovisions, c'est des représentations graphiques du monde, et ça participe souvent des croyances, du religieux. Là, vous avez les mythologies nordiques, par exemple, les Vikings se représentaient le monde comme ça, avec un arbre qu'on appelait Yggdrasil, l'axe du monde, un monde supérieur, un monde inférieur. Là, vous avez une représentation chrétienne de la Renaissance, Dante, la Divine Comédie, avec les cercles successifs, les enfers, le 7e ciel. Ce sont des cosmographies, ce sont des représentations du monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on croit qu'on a une représentation objective du territoire sur lequel on se trouve. Pas du tout. Nous sommes imprégnés de croyances, nous sommes imprégnés de culture, nous recevons une certaine éducation. Il y a des choses auxquelles on décide, consciemment ou inconsciemment, de prêter attention ou non. Vous êtes sans doute au courant qu'il existe un phénomène qui s'appelle le platisme de nos jours. C'est un mouvement de représentation du monde qui va remettre en question l'idée de la sphéricité de la Terre. En France, dernier sondage de janvier de cette année, entre 8 et 10% de la population française adhère au platisme. C'est x2 par rapport à l'an 2000. Donc sur 20 ans, on a multiplié par 2 le nombre de Français qui adhèrent à ce mouvement-là. Aux États-Unis, au Canada, c'est un mouvement social. 25 millions de personnes, 30 millions de personnes. Vous avez des rappeurs, des footballeurs, des basketteurs, des musiciens, des acteurs qui font des vidéos pour dire « oui, on vous ment, la Terre est plate ». Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir deux réactions face à ça. Soit l'ignorance est en train de progresser, l'éducation est en faillite, la science peine à diffuser ses messages dans l'espace public. Ouais, c'est une première analyse, on va dire immédiate. C'est pas la mienne. La mienne, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une révolution cosmographique. Jamais, ou peut-être une fois seulement dans l'histoire de l'humanité de 7 millions, on a autant eu nos repères de représentation du territoire qui ont été transformés. Mondialisation, le numérique, toutes ces images qu'on reçoit du monde, la crise écologique, le rapport au territoire qui se transforme. On est totalement perdu dans notre représentation du monde en ce moment, ça bouge trop. Et donc pour moi, ça c'est un symptôme. Le platisme est un symptôme du fait qu'en ce moment, nos représentations qui ont été solidifiées, sédimentées pendant des années, des décennies, des siècles, sont complètement perturbées en ce moment. Donc ça laisse émerger des croyances, on va dire, absurdes, mais c'est aussi des opportunités pour repenser une façon de voir le monde, le territoire, de le penser, soigner des plaies, guérir des blessures. Et c'est ce qui est possible de faire, je crois, aujourd'hui. La façon dont je propose de voir le territoire, de manière générale, c'est la rencontre entre 3 sphères. Et en fait, les différents acteurs que je rencontre ont souvent une affinité avec l'une d'entre elles. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais je pense que
J'aurais tendance à penser que ça va être pas mal géosphère par rapport à d'autres acteurs quand même, par votre... Et puis techno sans doute, bio peut-être un peu moins, à voir. Mais en gros, l'idée c'est que le géo, le bio et le techno composent en réalité le territoire. Il y a la dimension géographique, donc les lieux, il y a la dimension biologique, le vivant qui compose le territoire, qui le fait même. Je ne sais pas si... Enfin, il y en a certains qui doivent le savoir ici. La terre dont on parle, la terre, les sols sont nés de la rencontre entre la roche-mère de notre monde et un certain nombre d'organismes vivants qui viennent travailler cette roche-mère et qui, 1 centimètre tous les 10 000 ans, produisent de la terre. La terre est elle-même le résultat de la rencontre entre le géo et le bio, si vous voulez. Et bien, de la même manière, le territoire, comme je le disais tout à l'heure, est de plus en plus composé, transformé par les technologies, par nos choix, par nos outils, par ce que l'on y fait. Et en retour, ça le compose, et c'est pour ça que ça nous change nous-mêmes aussi. Donc géosphère, biosphère, technosphère, la rencontre entre ces 3 sphères, c'est ce que je propose de penser en matière de territoire. Ça, c'est des choses que je vais partager sur LinkedIn, par exemple. Là, vous avez Manille, la capitale des Philippines, avec la rivière qui traverse sa capitale, qui est responsable, tenez-vous bien, de 6,7% de la pollution plastique de la planète dans les océans. Une rivière. C'est lié à la topographie, c'est lié au nombre d'habitants aux Philippines, la façon dont c'est conçu et la façon dont... Enfin, c'est conçu, pas forcément par design, mais la façon dont les montagnes sont disposées aux Philippines, et puis il y a aussi le mode de vie, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est que 80 à 90% de tout le plastique planétaire, qui est un problème écologique par exemple, si on le prend sous l'angle géographique, avec le géo, on réalise qu'il n'y a que 1000 rivières qui déversent ces 80 à 90% des... Donc en fait, prendre un sujet par l'angle géographique, ça a des vertus, parce que ça devient accessible. Du coup, on se dit, mais 1000, c'est énorme, d'accord, mais en fait, ça devient accessible sur la planète. On a 1000 rivières quelque part à nettoyer. Ocean Cleanup est en train de mettre des intercepteurs avec du machine learning pour capter vraiment et pas détruire les biosphères dans ces 1000 rivières. Pour l'instant, on en fait 16. Mais en gros, on est, grâce au géographique, en train de comprendre comment est-ce que les problèmes peuvent être situés. Deuxième niveau, le bio. On a une conscience du vivant qui est encore, pour le moins, améliorable. Il y a une marge de progression. Par exemple, le plus grand, le plus gros, le plus visible, le plus massif des êtres vivants du monde, personne ne le connaît. Il s'appelle Pando. Il est dans l'Utah, dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. C'est un être unique qui fait 60 hectares à peu près, puisque ce sont des arbres de la famille du bouleau, mais ce n'est pas une forêt classique, ils sont tous liés par un système racinaire unique, ce fait qu'ils ont un code génétique unique. En fait, c'est le même être partout, mais qui fait 60 hectares et qui est âgé de 60 000 ans à peu près. Donc ça fait techniquement le plus grand être vivant sur la Terre. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une illustration d'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne regarde pas, auxquelles on ne prête pas attention dans notre compréhension du vivant. Et puis il y a le techno. Là, vous avez le plus grand aéroport du monde, là, par exemple à Istanbul, qui ouvrira en 2028. 18 arrondissements de Paris coulés en 3 ans, sur le plus important lieu de migration aviaire de l'Europe et presque du monde. Un des 3 plus grands lieux de migration aviaire du monde, des dunes de sable, ça a été coulé à cet endroit-là. Istanbul a toujours eu un héritage de porte entre l'Orient et l'Occident, ça va l'être, ça va le rester, mais il y a une question de gouvernance technologique. À quel moment est-ce qu'en fait on réalise que là, il y a un choix techno qui a été fait sans prendre en considération le bio ? L'urbanisme, l'architecture, la façon de penser la ville, évidemment, a un impact énorme sur la perception du monde. Aujourd'hui, en France, on a 70% de la population qui vit en ville. Dans le monde, on est à 58%. On a passé la majorité des humains qui vivent en ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui dessinent les villes orientent notre perception du monde. Et donc l'urbanisme, l'architecture a un rôle énorme dans la façon dont on perçoit et dont on conscientise le territoire. Alors comment la représentation du territoire a-t-elle évolué dans l'histoire de l'humanité, si on prend schématiquement ? Eh ben, on a été nomades, chasseurs-cueilleurs pendant plusieurs millions d'années. En gros, on estime que les premiers hominidés, humanoïdes, on va dire, c'est 5 à 6 millions d'années, très vaguement. On était nomades, chasseurs-cueilleurs. On vivait dans un monde qui nous dominait, habité par des puissances, des esprits, des divinités, et il s'agissait d'avoir des intermédiaires, des chamans qui allaient pouvoir communiquer avec eux, faire du commerce, dialoguer, négocier, s'assurer qu'ils ne nous punissent pas, qu'ils ne nous sanctionnent pas. On vivait dans un monde qui nous domine, un monde horizontal, les yeux braqués sur l'horizon, exploration, prédation. Ça, c'était le paléolithique. Et puis, il y a 12 000 ans, se produit la révolution néolithique. Révolution néolithique, on sait à peu près où ça s'est passé, dans le sud de la Turquie. On devient agriculteur, producteur en fait. On se met à considérer le territoire sur lequel on se trouve comme une source de production. On devient agriculteur d'abord,
Les premières mines apparaissent vers 6000, les premières mines de sel, c'est Azerbaïdjan, certains le savent peut-être, vers 6000 avant notre ère, 8000 ans. Agriculture, et on se met à domestiquer les animaux. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un retournement colossal. On passe d'un monde qui nous domine à un monde que l'on domine. Et grâce à quoi? Grâce au système technique, grâce à notre génie et grâce à notre inventivité. On devient ingénieur de notre propre environnement à partir de ce moment-là. On se met à extraire tout ce que l'on peut extraire du monde et on en prend un max de ce qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on sort d'un âge glaciaire. Le maximum glaciaire, c'est moins 20 000. Il y a quelques centaines seulement d'individus qui auraient survécu en Europe. La semaine dernière, j'ai visité avec des géologues Fontainebleau, une visite d'une demi-journée. Ils ont expliqué que, dernier âge glaciaire, à peu près à cette époque-là, il y avait un sol qui était gelé sur 30 mètres. Ça fait comprendre à quel point c'était vraiment froid, c'était dur de vivre à cette époque. Donc on a quasiment disparu. Donc 12 000 ans, réchauffement climatique, on se met à se dire mais c'est génial, le sol se libère, ça devient une source vivrière incroyable, on exploite, on prend au maximum. Et là commence une nouvelle phase qui est le néolithique, une phase beaucoup plus verticale de représentation du territoire. On parle aujourd'hui d'extractivisme. Il s'agit d'extraire au maximum les ressources. Et en fait, on se met à développer une vision du monde où on le voit comme une source infinie. Non plus un espace infini comme au Paléolithique, mais comme un territoire qui est empli de richesses qu'il s'agit d'aller exploiter. Qu'est-ce qui se passe exactement? On s'approprie, c'est la sédentarisation, on s'approprie le territoire, ça va avec. Production, agriculture, mine, élevage, accumulation d'objets aussi, parce que comme on n'est plus en déplacement, on n'est plus avec notre sac à dos. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont fait des pèlerinages ou des grandes randos. On ne peut pas prendre grand-chose. Et en fait, quand on se sédentarise, les archéologues voient bien qu'on se met à accumuler énormément d'objets. Parfois des objets symboliques, des objets superflus, en gros. Vous me voyez venir peut-être. Nous sommes toujours au néolithique. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, on est dans cette domination technique du sol. Plus que jamais, on extrait des ressources. Plus que jamais, on domine le territoire. Plus que jamais, on s'accapare les retours. Plus que jamais, on s'accapare le territoire au niveau propriété. Plus que jamais, on accumule des objets, parfois superflus. Donc on n'est plus que jamais au néolithique. En fait, sur les 12 000 dernières années, notre puissance technique a augmenté. Les préhistoriens considèrent que vers moins 3000, on sort du néolithique quand on invente l'écriture. C'est le début de l'histoire, ça y est, c'est fini le néolithique. Moi je dis au contraire, l'écriture nous a permis de communiquer, de développer les sciences et les techniques d'une telle manière qu'on a été encore plus au néolithique. 10 000 ans après le néolithique, vous avez Francis Bacon, c'est un des pères de l'humanisme de la Renaissance, qui dit « La nature est une femme publique ». Langage 16e siècle, la nature est une prostituée. Nous devons la mater, pénétrer ses secrets, l'enchaîner selon nos désirs. Vous la voyez, la domination technique. Et à ce moment-là, ça passe très bien. On peut dire ça sans problème dans l'espace public. Au contraire, il est chanté, Francis Bacon. C'est un père et il a fait beaucoup pour la science, qui était une forme d'émancipation à ce moment-là. Justement d'un joug théocratique, c'est-à-dire religieux, où on estimait que l'humanité n'avait rien à voir avec le cosmos, qui était de l'ordre du divin. Là, tout à coup, grâce à la science, on peut transformer le cosmos. On peut changer l'ordre des choses. Donc c'était magnifique, c'est une émancipation qui a permis énormément de progrès. Mais on est vraiment au néolithique tel que j'en parle là, sur cette définition. Mais plus près de nous, 19e siècle, les fondements de l'économie moderne, l'économie classique, Jean-Baptiste Say, au lycée encore aujourd'hui, tout le monde écoute Jean-Baptiste Say. Il y a plein de choses qu'il a dites qui sont passionnantes dans la construction de la théorie économique. Il dit « Les ressources naturelles sont inépuisables, sans cela nous les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas et ne seront pas en fait, jusqu'à très récemment, l'objet des sciences économiques. » Alors là, dans cette phrase, surtout pour des gens qui font de la géologie, qui extraient les ressources, etc., il y a beaucoup de choses fausses, évidemment. Au XXe siècle, on se rend compte à quel point on s'est trompé dans les fondements de la construction de l'économie moderne, l'économie classique. Mais c'est très néolithique, cette vision extractiviste d'une idée de ressources naturelles limitées. Sauf qu'au début du XXe siècle, il s'est passé quelque chose qui sans doute provoque la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui est une excellente nouvelle. En 1909, on atteint le pôle Nord. Une expédition rocambolesque, bien couverte par les médias. En 1911, on atteint le pôle Sud. Les Norvégiens, Amundsen, c'est pareil. Il y a les Norvégiens et les Britanniques qui essayent d'atteindre en premier. Il y a les Britanniques sont quasiment tous morts. Et ils n'ont pas survécu. C'est une histoire héroïque, épique. On parle des héros de l'Antarctique. Mais au moment où c'est atteint, la planète entière se dit ça y est, en fait. Le paléolithique est fini, la phase exploratoire. L'exploration achevée, le monde, les humains ont atteint le stade de l'achèvement de la mondialisation géographique, en tout cas symbolique. Évidemment, il y a plein de choses qui restent à découvrir, les océans, toutes les îles, toutes les forêts n'ont pas été explorées, mais symboliquement, tous les continents déjà
sont explorés, sont atteints. Paul Valéry, qui est un poète que vous connaissez peut-être, tout de suite, il se dit « mais ça change beaucoup de choses ». Ça veut dire que le temps du monde fini commence. Ça ne veut pas dire que c'est le temps de la fin du monde. Ça veut dire que c'est le temps où il faut qu'on prenne en considération les limites. Il faut qu'on prenne en considération la finitude de l'espace. Ça change beaucoup de choses. Il écrit dans Regard sur le monde actuel, qui est un petit bouquin que je vous conseille, moi il m'a fasciné pendant des années. Il dit mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut faire l'inventaire des ressources naturelles le plus rapidement possible, qu'il faut estimer la quantité globale sur notre planète, qui finalement devient petite, et que l'intensification des rapports humains et de leur interdépendance va augmenter, années, décennies, siècle après siècle, et qu'en fait, ce qui va se passer pour une population à un bout du monde va se mettre à concerner l'autre population à l'autre bout du monde, qui vont communiquer. En gros, il anticipe la crise écologique qui va être révélée à la fin du XXe siècle, et Internet, et la communication, et la médiatisation des rapports humains sur toute la planète. Donc, il a été très visionnaire sur ce point-là. Et c'est ce que j'appelle la sortie de cette vision verticale, horizontale, néolithique, paléolithique, la naissance de la conscience globale. Au début du XXe siècle, après l'Antarctique, naît la conscience globale. On dit aussi conscience planétaire. En fait, l'idée que nous vivons sur une petite planète qui n'était quasiment pas représentée avant ça, avant le début du XXe siècle. Et quand on regarde ce XXe siècle, qu'est-ce que c'est ? C'est le siècle de la mondialisation. Guerre mondiale, 1, 2 guerres mondiales, mondialisation économique, mondialisation culturelle. Dans les années 80, mondialisation financière. En fait, c'est le siècle de la mondialisation. Et ça passe par des prises de conscience. La manifestation cosmographique de cette conscience globale, c'est la première photographie de la Terre. Pour la première fois, on voit notre propre monde. Ça, c'est 1972 seulement, la première photo de la Terre. C'est hier par rapport à l'humanité, quoi. Du coup, ça permet d'être un peu tolérant avec nos propres manquements. C'est hier. 1972, on prend la photo de la planète, quelques années après. Et 1972, c'est une date cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est cette Blue Marble, donc la NASA, qui prend la première photo de notre planète. C'est les Nations Unies qui crée le programme pour l'environnement, donc avec cette idée que l'environnement devient un mot-clé des politiques internationales. C'est le premier sommet de la Terre à Stockholm. C'est la première année de la journée de la Terre, symbolique, dans différents pays. Et c'est le rapport Meadows, les limites à la croissance. En gros, on utilise l'informatique pour modéliser justement ces ressources planétaires. Ça vient d'Eisenhower dans les années 50 qui dit aux Américains en sortir de la guerre, est-ce qu'on n'a pas une vision suffisante pour commencer à évaluer les ressources planétaires ? Savoir ce qu'il va y avoir dans les siècles à venir comme quantité de ressources et de réserves. Ça a pris 20 ans, mais en 72, ces modélisations avec différents scénarios aboutissent au rapport Meadows, Limits to Growth, en 1972. Pour moi, 72, c'est vraiment peut-être ce que les historiens retiendront comme le passage à une nouvelle ère. C'était il y a 50 ans. Et en fait, sur ces 50 dernières années, on a eu plein de prises de conscience. Première prise de conscience, notre rapport au vivant. Et là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce qu'on se met à voir le vivant du point de vue global tout à coup. Vous connaissez le chiffre ? 70% des populations animales ont été éradiquées en 50 ans, depuis que vous êtes né, depuis que je suis né. 70% des populations, pas du nombre d'espèces, on ne parle pas de biodiversité, on parle de quantité d'individus. 70%. En Amérique du Sud, c'est 94% là, en Amazonie et tout ça. C'est des chiffres qui sont colossaux et qui sont le résultat direct de notre action sur le territoire, de notre action aveugle, inconsciente. Deuxième niveau de prise de conscience globale, le géo. Après le bio, le géo, les géosciences. On découvre notre impact sur la couche d'ozone d'abord, dans les années 70, 80, et notre impact sur le climat. 1988, création du GIEC, qui est un des plus grands dispositifs scientifiques de l'histoire de l'humanité, en nombre de scientifiques engagés, en nombre de rapports produits, c'est colossal, en énergie scientifique déployée. Et on réalise qu'il y a des niches humaines qui seront invivables avant 2070, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'humain peut vivre pratiquement partout, sauf en Antarctique ou dans les pôles extrêmes. Là, avant 2070, il va y avoir des zones entières, et notamment des zones très problématiques comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où il y a potentiellement entre 100 et 200 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans des endroits qui seront invivables. C'est-à-dire que ce ne sera même pas possible d'y respirer en 2070, telles que les projections sont faites. Donc en fait, la conscience globale, elle s'accompagne de graves prises de conscience. Troisième niveau, le techno. Donc le géo, le bio, le techno. On revient à ce triptyque qui, moi, m'intéresse. On prend conscience de l'impact de nos choix. Routes, infrastructures, béton, pierre, ciment. Et autre chiffre qui est au moins aussi grave que la biodiversité, aussi grave que le climat, c'est ce qu'on appelle la masse anthropogénique, c'est-à-dire l'artificialisation du monde. En 2020, pour la première fois,
de l'histoire de l'humanité. La masse totale anthropogénique, c'est-à-dire les briques, les pierres, le ciment, le béton, dépasse la masse du vivant, végétal, animal. La biomasse est dépassée depuis 2020 sur la Terre par le béton et les constructions humaines. Et le problème, c'est qu'entre 2020 et 2040, compte tenu de l'artificialisation en Asie, ça va faire x3 le ratio. Donc en 2040, on aura 3 fois plus de béton et de ciment que de vivants sur la Terre, en masse. Pour moi, c'est aussi grave que le climat, c'est aussi grave que l'érosion de la biodiversité directe. Et ça veut dire quoi? C'est dire, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pour moi, c'est une excellente nouvelle qu'on se rende compte. C'est exactement comme avec les progrès de la médecine, on découvre de nouvelles maladies. Génial, on va pouvoir les soigner. Ben là, c'est exactement ce qui se passe depuis 50 ans. Avec la conscience globale, on prend conscience de dérèglements qu'il s'agit d'adresser, qu'il s'agit de prendre en considération dans nos choix. Sauf que dans les années 80 et 90, pour complexifier quand même un petit peu le truc, ce serait trop facile si ça s'arrêtait là, naît un mouvement de recul face à cette conscience globale naissante qui conduit certaines décisions à être hors sol, déterritorialisées. C'est le mouvement de recul qui naît dans les années 80 sous la forme de mouvements divers. C'est qu'on appelle les localismes. Ça peut être slow food, ça peut être les phénomènes de décentralisation politique. En France, c'est 82, le lancement des grandes décentralisations. Ça peut être... je ne sais pas moi, des mouvements écolos qui naissent, José Bové qui lutte contre les fast-foods, en Italie beaucoup par exemple, et puis les mouvements identitaires aussi, les mouvements identitaires qui reprennent de la force à partir de la fin des années 80-90. C'est un mouvement de repli. Au déracinement que provoque cette montée en puissance de la conscience globale, on est tenté de répondre par un repli. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a une tension gigantesque entre la conscience globale qui est née et qui est nécessaire et qui nous fait prendre conscience d'un certain nombre de nos manquements, parfois angoissants, et la conscience locale qui va être perçue comme ça va nous rassurer. Et cette tension-là, elle est nécessaire, je crois, mais il s'agit de l'articuler la plus intelligemment possible, notamment quand il s'agit de prendre des décisions privées ou publiques. Et c'est ce que je raconte. Certes, il y a cette notion de retour aux produits locaux, au terroir, aux circuits courts, relocalisés et resitués, ça fait partie de ce que je dis. Certes, il y a ces dimensions d'identité culturelle, de récit, d'imaginaire, d'appartenance à l'endroit où l'on vit, à l'endroit où l'on se situe d'abord. Et c'est logique que ça apparaisse comme un retour élastique d'une certaine manière. Donc on se retrouve sur cette tension dynamique, géosphère, biosphère, technosphère, entre global et local, et entre culturel et identitaire. Tout ça nous mène vers un moment que moi j'estime être incroyable, et honnêtement, je ne sais pas si ça se voit, mais je trouve que c'est une responsabilité énorme et aussi une opportunité d'agir sur l'humanité, de vivre ce moment-là, une révolution cosmographique. Alors certes, moi, certains parfois me posent des questions en disant « j'aime bien votre optimisme ». Je ne suis pas du tout optimiste, je suis confiant. Je suis confiant en notre capacité à rentrer dans une troisième vision. Il y a certaines personnes qui vont réagir en se disant il faut retourner au néolithique. Non, pardon. Il faut continuer le néolithique. Coûte que coûte, ça va bien passer. On va continuer à extraire au maximum. On va continuer à penser qu'on va trouver des technos qui vont résoudre le problème. On y va. Il y en a d'autres qui vont dire non, il faut retourner au paléolithique. Il faut se resoumettre au monde. Il faut se repenser comme étant, nous, les humains, on est bien peu de choses par rapport à la planète. Je crois que les deux sont des erreurs. Il faut rentrer dans un troisième âge. Non plus vivre dans un monde auquel on se soumet, non plus vivre dans un monde que l'on domine, vivre dans un monde avec lequel on fait alliance. Et donc on prend en considération cette responsabilité mutuelle, la réciprocité. C'est pour moi ce troisième niveau. Alors comment concrètement on fait? Et là j'entre dans plutôt ma partie conseil, ma partie accompagnement quand je vais dans les entreprises. Moi j'ai dû accompagner peut-être 80 groupes, parfois très gros, ou des PME, à comment est-ce qu'on change notre conscience du territoire, comment est-ce qu'on essaie d'entrer dans ce troisième âge qui ne porte pas de nom mais qui serait après le néolithique, quoi, grosso modo. Il y a 3 façons de percevoir le territoire. La première, c'est de recevoir les informations qui en émergent. C'est la réception. Comment est-ce qu'on reçoit les informations du territoire? Par notre propre corps. C'est le plus ancien, le plus immédiat et aussi peut-être le plus profond des moyens de percevoir le territoire, la sensorialité, nos propres sens. Or, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on se coupe de nos propres sens. Il y a certains citadins, certains employés qui au final ne ressentent plus ni le vent, ni le froid, ni la pluie, ni le chaud pendant leur existence. Et en fait, cette sensorialité, la réactiver, c'est aussi réactiver une forme de conscience du territoire. Moi, quand j'ai déménagé en Bretagne
il y a quelques années, j'ai eu une espèce de réouverture sensorielle comme ça, et j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans ma prise de conscience. Donc ça y participe. Mais il y a aussi le numérique qui peut nous aider aujourd'hui à capter de l'information. On parle aussi de capteurs sensoriels. Moi, je travaille un petit peu notamment avec certains acteurs chinois sur ce sujet-là. Huawei, c'est incroyable quand ils utilisent toutes les parties un peu politiquement discutables de surveillance et qui appliquent toutes ces technologies incroyables à une meilleure perception, une amélioration de la conscience du territoire. C'est fascinant ce qu'ils arrivent à faire, puisque du coup, ils arrivent à percevoir le vivant grâce au machine learning, à communiquer pratiquement avec des entités, parce qu'on développe un meilleur niveau de conscience. Donc le numérique, aujourd'hui, peut nous aider à développer une forme de réception du territoire qui soit améliorée. Deuxième niveau, la perception. Une fois qu'on a toutes ces données, il y a plein de gens qui sont très bons dans les données, et puis ils les rangent quelque part au cas où, très néolithique, on accumule, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Parce qu'après, il y a une dimension qualitative, en fait culturelle. La perception, c'est le filtre culturel. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toutes ces données brutes? Qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est les croyances, les valeurs, les récits, les histoires, l'imaginaire, en fait. Tout ce qu'on se raconte, les histoires que l'on se raconte, ensuite, après, ça crée de la décision, parce que ça crée de la hiérarchie de valeurs. Réception, perception et enfin conception. La conception, c'est qu'est-ce que l'on va faire au monde par nos choix techniques. C'est la gouvernance technique. Par un simple choix de telle ou telle technologie, on détermine déjà une certaine perception du monde. Pour un marteau, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait réfléchir à la gouvernance technique en fonction de l'impact que ça fait sur notre perception du monde. Ça, c'est des choses que je peux essayer de travailler avec certains acteurs, mais c'est rare, c'est dur. En fait, on devrait faire des choix. Si on veut vraiment passer à l'échelle pour changer notre rapport à ce qui nous entoure, il faudrait réfléchir à l'impact que tel ou tel produit, tel ou tel équipement, tel ou tel dispositif a sur notre perception du monde. C'est ce que j'appelle la responsabilité territoriale. Donc pour moi, le territoire va devenir le lieu de ce qu'on appelle encore aujourd'hui RSE, mais qui n'est pas assez situé pour moi. La RSE reste un peu flottante, quoi. La responsabilité territoriale, pourquoi? Parce que là, dans les prochains siècles, il va y avoir des transformations du territoire qui sont liées aux pressions globales et des transformations qui vont se manifester dans le local, qui vont faire que les acteurs, entreprises publiques et privées, là, dans les 20, 30, 40, 60 prochaines années, vont naturellement, j'en suis convaincu, se sentir une responsabilité vis-à-vis des territoires. Alors, il va y avoir ceux qui vont être très globaux, et moi je leur dis, réancrez-vous vite, pour votre propre survie, c'est une question existentielle. Et puis il y a ceux qui sont très très locaux et qui évacuent les sujets globaux. Et je leur dis, prenez-les en compte parce que ça va transformer votre économie, ça va transformer votre business et votre résilience. Et même votre valeur va être liée à votre conscience locale, à votre conscience globale si vous êtes dans le local. C'est ce que j'appelle la responsabilité territoriale. Donc pour récapituler, osez les politiques de sensorialité. C'est-à-dire que la conscience du territoire, si vous voulez vraiment que vos entreprises, que vos secteurs, que vos employés, que les êtres humains retrouve une connexion, ça passe par le plus simple, le plus ancien et pour autant le plus efficace des moyens qui est notre propre corps, l'organique, le sensoriel. Deuxième niveau, la carto. La cartographie. La cartographie, ce n'est pas une réponse. La cartographie, c'est un langage. C'est donc un moyen de se poser de nouvelles questions avec un nouveau vocabulaire. On peut dire beaucoup de bêtises avec une cartographie. Je vous ai montré une carte de terre plate tout à l'heure quand même. Mais il y a plein d'entreprises que je vais voir et je leur dis qu'est-ce que vous utilisez comme carte? Montrez-moi vos cartes parce qu'en regardant ce que vous mettez dedans, je vois ce que vous regardez du territoire. Quelles sont vos hiérarchies de valeurs en fait? Quel est votre imaginaire et votre culture de territoire? En fonction de ce qu'il y a dans vos cartes. Posez potentiellement les questions de ce que vous y mettez. C'est un nouveau mode attentionnel. Les comptabilités écologiques, je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ces sujets-là, mais là en Europe, avec la nouvelle directive depuis le 1er janvier, il y a une guerre mondiale de la comptabilité en ce moment entre le modèle européen, c'est 2 Français en plus, qui sont les amiraux de ce conflit planétaire entre la double matérialité européenne, qui est qu'il va falloir commencer à considérer à la fois l'impact que l'entreprise a sur un territoire déterminé. Ça va nous forcer, en fait, chacun, tous, à dire je suis dans ce territoire-là, j'ai telle responsabilité, et en même temps valoriser l'impact que les transformations du territoire qui vont avoir lieu dans le prochain siècle vont avoir sur le business. C'est ce qui s'appelle la double matérialité. Les Américains, enfin plutôt IFRS, donc les normes mondiales internationales de la comptabilité, disent « Ouh là là, non, surtout pas, on ne va pas faire ça ». L'Europe, c'est fait, c'est voté, et c'est 1er janvier. Les normes IFRS, donc c'est aussi porté par l'ancien patron de Danone, disent « Non, non, on ne va quand même pas faire la moitié là, qui est commencer à mesurer l'impact d'une entreprise sur le territoire, parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va valoriser cet impact et que des entreprises qui sont très néfastes ou toxiques pour l'environnement, considérées comme telles, pétroliers, chimiques peut-être, vont avoir leur valeur qui va être divisée. Donc en gros, en tout cas, valeur comptable. Donc en ce moment, il y a une guerre comptable qui a lieu.
et ça va changer notre perception des rapports de la valeur. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on élève notre conscience de l'espace en prenant en considération les notions que tout le monde connaît mais qu'on a du mal à appliquer dans nos décisions économiques ou publiques, c'est milieu et interaction. Élever notre conscience du temps en intégrant les données, les notions de durée et de flux. Mon message, donc je le répète une dernière fois, c'est qu'il est devenu vital, question de vie ou de mort, d'améliorer notre conscience du territoire. 3 préceptes pour finir, qui je pense correspondent assez bien à des choses qui sont difficiles à faire, surtout dans votre secteur. Le territoire n'est pas une chose, le territoire, ce n'est pas un objet. En fait, objectifier le territoire, c'est la cause des dérèglements dont on vient de parler. Le territoire est un sujet, le territoire est un sujet vivant. Il est tissé de vivants, il est le lieu de la confluence de tous les vivants. Donc en fait, il faut commencer à considérer le territoire comme étant un espace vivant. Et ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça change tout dans la façon dont on le considère. Deuxièmement, le territoire n'est pas un outil, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir, comme on l'a fait pendant 12 000 ans de néolithique, utiliser à nos propres fins. Le territoire est un milieu, et pas seulement un milieu qui nous environne, qui nous entoure. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop le terme environnement. En tout cas, je parle de territoire davantage, parce que le territoire ne fait pas que nous environner. Le territoire, il nous traverse constamment. Nous mangeons le territoire en permanence. Nous sommes constitués, vous le savez sans doute, mieux que personne, de minéraux. Nous sommes faits de territoire, tissés de territoire. Donc le territoire, ce n'est pas un outil. Le territoire, nous baignons dedans. Et enfin, le territoire n'est pas un stock. Ça, c'est peut-être parfois difficile à voir, mais imaginez l'eau. L'eau n'est pas un stock. L'eau, elle se mobilise, elle se déplace, elle est en flux permanent, elle est en transformation permanente dans différents états. Mais d'une certaine manière, le territoire de la Terre est en transformation, est en flux permanent. Et s'habituer à y penser, quand on prend des décisions, ne pas prendre la question de l'eau comme la question du pétrole, par exemple, qui est en fait, on a un capital temps qui s'évapore avec la consommation du pétrole, ce qui n'est pas la même chose que la consommation de l'eau. Le territoire n'est pas un stock lui-même, le territoire est un flux. Et ça, en fait, c'est des façons de voir qui existent déjà. Ce n'est pas moi qui les invente, ce n'est pas nouveau. Il y a des sagesses anciennes partout, sur tous les continents, qui proposent ce type de vision. En Chine, il y a le Shan Shui depuis 2000 ans. On essaye de percevoir les flux des montagnes et de l'eau. On essaye de comprendre, de dessiner avec des peintres, avec l'art, avec la philosophie. Et en Europe, ça a été la même chose. Dans le monde arabe, de l'islam des Lumières, c'était la même chose. Essayer de se représenter cet âge qui se situe après le néolithique. Alors je fais un premier bouquin, là, je commets un premier bouquin 17 octobre qui va sortir dans les librairies. Donc si vous voyez cette île croate, c'est une vraie île en forme d'empreinte humaine. Si vous la voyez dans les librairies, dans les FNAC et tout ça, en octobre, vous vous souviendrez que c'était la personne qui avait fait cette conférence au Pré-Catlan. S'il y en a vraiment qui adorent ce que je raconte, vous avez encore 2 jours pour le précommander sur KissKissBankBank, mais pas obligé. Mon mantra final, c'est qu'il faut réconcilier la lucidité et la confiance sur ces sujets-là. Lucidité, ça veut dire regarder les choses en face, ne pas se voiler la face, ne pas se faire du déni. Il y a des acteurs du message écologique en France qui sont très lucides, qui diffusent cette lucidité. Je ne sais pas, Aurélien Barraud, Jean-Marc Jancovici, mais ils sont trop lucides. Ils sont trop lucides. Ils ne génèrent pas la confiance qui est nécessaire pour se dire, nous, humains, on peut relever ce défi-là. Donc pour moi, la lucidité sans la confiance, c'est contre-productif. Voire même, ça peut être dangereux. Ça génère des angoisses. Donc, générer la confiance. Mais trop de confiance, sans lucidité, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur. Et je pense qu'il y a des acteurs politiques, au pouvoir aussi, qui ont trop de confiance. Et qui, du coup, n'ont pas nécessairement suffisamment de lucidité pour aller éviter les écueils. Donc, trouver le bon niveau entre lucidité et confiance, c'est quelque chose qui marche très bien chez les jeunes, qui ont beaucoup d'éco-anxiété. Regarder les choses en face, mais pour autant croire en notre capacité à changer, c'est quelque chose qui fonctionne. Et ça passe aussi tout simplement par croire en nous, croire en l'humanité, parce que, comme je le dis souvent, on est capable vraiment de tous les humains. Du pire, mais aussi du meilleur, et il faut continuer à se le rappeler. Merci à vous. Alors, merci. Je crois que je suis dans les temps à peu près et qu'il y a une petite dizaine de minutes. Non, pas une petite dizaine, on a un quart d'heure. On va prendre un quart d'heure, enfin j'espère en tout cas. Je salue Alexandre Sobo que je vois de France Industrie qui est avec nous et qui est venu réfléchir avec nous ce matin. J'aurais bien une question, mais je ne veux pas vous griller la politesse parce que je suis sûr que tout ce qui vient d'être dit par Maxime Bondeau inspire chez vous des réactions, voire de l'irritation, pourquoi pas, ou au contraire un grand optimisme, même si lui ne l'est pas, on l'a bien compris. Alors moi j'en ai
d'emblée comme ça, faites-moi signe clairement si déjà à ce stade, l'une ou l'un d'entre vous veut prendre la parole ou poser une question à Maxime Landau. Bon, vous êtes rude avec moi. Ah, c'est parti. Merci beaucoup. On va vous porter. Levez-vous si vous voulez bien. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Bonjour, Guillaume Clément, Groupe Blanchon. Merci infiniment, c'était passionnant. J'ai une question. Vous avez parlé d'opposition IFRS, CSRD, d'opposition sur l'utilisation des ressources. Si on voit l'Arctique deviennent des zones qu'on peut exploiter aujourd'hui qu'on ne pouvait pas. Comment ça peut se réconcilier? Et surtout, je fais un clin d'œil à votre dernier message qui était « Ayez confiance ». Quand on voit ces oppositions-là qui sont très fortes et nouvelles, comment est-ce que vous voyez cela se réconcilier? Alors, sur la question, alors d'abord des ressources. Non, la première question, c'était, pardonnez-moi, IFRS, CSRD, cette tension. Alors, sur la question, en fait, à chaque fois, il y a des raisons d'espérer qui sont différentes. Sur IFRS, CSRD, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un arbitre qui est en train de se mettre en place, c'est la Chine. Donc en fait, la Chine est en train de regarder l'Europe, les États-Unis, qui vais-je choisir? Et en fait, qui va être arbitre de cette décision-là? Je le vois bien. Pour l'instant, on parle bien des règles comptables, hein, c'est ça, c'est le débat. Oui. En gros, CSRD, c'est l'Europe, c'est la directive qui est passée le 1er janvier. C'est vraiment cette vision de la double matérialité qui va avoir un impact énorme sur les entreprises, on va dire, carbonifères. En gros, toutes les entreprises qui émettent beaucoup de carbone, puisqu'ils vont baisser en valorisation massivement si c'est vraiment mis en place à l'échelle internationale. Et les Américains, du coup, sont plutôt contre. Il y a une grosse différence entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, c'est que la Chine, elle a mis dans son droit qu'en 2060, elle arrive à la neutralité CO2, ce qu'on n'a pas fait les États-Unis, qui ont juste déclaré de façon moins contraignante qu'ils allaient se placer les objectifs des accords de Paris. La Chine s'est beaucoup plus engagée, paradoxalement, sauf qu'elle est toujours dans une phase de croissance d'émissions jusqu'à 2030, et elle s'est engagée à commencer à accélérer en 2030. Mais la Chine a aussi un énorme avantage par rapport à l'Europe, aux États-Unis, c'est que c'est avantage relatif sur ce champ-là, c'est que ce n'est pas une démocratie, et donc quand on voit la vitesse avec laquelle Shenzhen s'est électrifié en 2 ans, il n'y a plus de véhicules thermiques ou presque, j'exagère, mais en gros ça va très très vite, donc il est possible que vraiment qu'entre 2030 et 2060, la Chine vraiment sorte du carbone à une vitesse incroyable, peut-être plus rapide que l'Europe. Donc il y a une possibilité que la Chine fasse le choix de l'Europe. Et justement, quand je vois l'intérêt de Huawei, ils sont très gap analysis, les Chinois, ils regardent où sont les meilleurs et ils se disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les rattraper. Et donc en Europe, on est les meilleurs en écologie. Et Xi Jinping, le président chinois, aujourd'hui, c'est quoi son slogan que tous les Chinois connaissent vraiment, hein, c'est la théorie des 2 montagnes, peut-être que certains connaissent, mieux vaut une montagne verte qu'une montagne d'or. Il parle de la civilisation écologique à longueur de discours. On ne le dit pas en Europe, mais la Chine a vraiment une ambition publique et ouverte de sortir du carbone. Donc, c'est des raisons d'espérer. Après, il est possible qu'ils se disent, bon, on va se faire un petit siècle à l'américaine, et puis après, on va voir, on verra. Sur les questions des ressources antarctiques, deep sea mining, la façon dont on prend ces sujets en considération. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, l'Antarctique a une spécificité, c'est que c'est un océan, donc là le géo, c'est un océan qui est très très peu profond. Donc en termes de coûts d'exploitation, de recherche minière, c'est le top, c'est mieux que tous les autres océans qui sont à 3, 4, 5 000 mètres de profondeur. L'océan Arctique, c'est moins profond que la Méditerranée, hein, c'est 1000, 1500. Donc c'est génial pour aller extraire ce qu'il y a dans le fond de l'Arctique. Le problème, c'est qu'il y a énormément de carbone, il y a énormément de méthane, il y a énormément de gaz. C'est du coup de la tourbe, c'est pas exactement de la tourbe, mais en tout cas, il y a énormément de gaz. Il y a aussi beaucoup de vie, puisque c'est un océan peu profond. Donc il y a vraiment des arbitrages à faire, géo-bio, face au techno. Donc là, on a l'ambition de techno, parce que ça va nous permettre d'avoir plein de minerais pour aller faire plus de numérique, pour aller corriger un certain nombre de dérèglements, parce que le numérique, moi je considère que ça peut être très utile si c'est bien fait, mais il y a des arbitrages avec le bio et le géo. Là on ajourne le sujet, hein, le Parlement norvégien, qui par ailleurs est le pays le plus climato-sceptique du monde, faut le rappeler. La Norvège, c'est pas un pays du tout écolo, en tout cas en proportion d'acteurs qui sont dans la négation du sujet, du géo, on va dire, de la géosphère. Ils sont très forts. Donc, voilà, moi
Je pense qu'il n'y aura pas d'interrupteur sur ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle on avait lancé le printemps écologique. Je pense qu'il ne faut surtout pas ne pas traiter les problèmes, parce que si on ne traite pas les problèmes, on ne trouvera jamais les solutions. C'est une certitude. Donc il faut créer des espaces de dialogue. Et d'une certaine manière, le fait d'avoir amené ces sujets là, en début 2024 dans l'espace public, grâce à la Norvège et ce qui s'est passé, et même le fait qu'ils aient ajourné, c'est déjà une victoire, parce qu'il va y avoir des espaces nouveaux qui vont se générer pour faire des arbitrages. Et moi, je n'ai jamais rencontré de gens qui veulent détruire le monde. Hein. Ça doit arriver. Mais la plupart des gens, c'est plutôt qu'ils décident, selon une certaine hiérarchie de valeurs culturelles, des imaginaires, d'agir de telle ou telle manière. J'ai répondu beaucoup trop, j'ai fait beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'il y a une autre question déjà venant de la salle? Oui, allez-y, je vous en prie. Rappelez-nous. Ouais. Pascal Tisser, PPG. Une petite question, vous n'avez pas parlé de démographie. Et je voulais savoir dans vos perspectives comment vous mettiez en adéquation donc la cosmographie, la démographie et les hypothèses qui sont est-ce qu'on sera 10 milliards ou 5 milliards à un certain horizon de temps et jusqu'à quel point ça influence vos modèles. Avant de répondre, peut-être monsieur aussi, vous vouliez dire un mot, on va vous passer la présentation. Bonjour, Alexandre Gonin, Axonobel. Moi j'avais une question sur le rapport entre le temps court et le temps long, puisque vous vous projetez dans un temps assez long quand vous dites la Chine, peut-être qu'ils vont attendre un siècle avant de se mettre dans l'axe de la montagne verte. Et à côté de ça, on entend quand même beaucoup de messages assez anxiogènes, notamment du GIEC. Il y a eu encore des messages, je crois, en début de semaine, sur le fait qu'on n'avait plus que 25 ans ou 30 ans devant nous pour pouvoir inverser le curseur. Finalement, comment on réconcilie ces deux horizons de temps? AkzoNobel, c'est une des grosses entreprises du secteur, FIPEC. Je vous le dis au passage pour vous, pour votre gouverne. Pardon. Ça marche. C'est pas pour leur faire de la pub, hein. C'est juste pour que monsieur Blondeau se resitue. Merci beaucoup. Alors, démographie. Oui, démographie. Alors, vous connaissez l'équation de Kaya. L'équation de Kaya, c'est une petite équation mathématique qui, justement, va représenter cet impact humain et la partie démographique en est un des facteurs. Donc, il est évident que sur un modèle de relation au territoire qui est dysfonctionnel, qui creuse la dette écologique, et j'ai envie de dire la dette cosmologique, parce que c'est aussi spirituel tout ça, c'est aussi la façon dont on est heureux dans le monde dans lequel on se trouve. Si on est sur un mode de vie qui est défaillant, la démographie est un facteur qui va aggraver cette situation. En revanche, si on se met dans un mode de vie où l'humain devient un facteur de guérison, un facteur de soins, et que partout où l'humanité passe, le territoire fleurit, la démographie devient... Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Malthus à la fin du 19e siècle. Il y a eu ce problème qui a été posé par Malthus, qui disait il faut limiter le nombre de pauvres. Il a vraiment dit des choses comme ça. Il faut limiter le nombre de pauvres, les miséreux, parce qu'en fait, on n'est pas capable de nourrir tout le monde. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que les pauvres se multiplient très vite. Donc, il faut freiner la démographie des pauvres pour qu'on puisse se partager ce buffet qui est très limité. Et en fait, l'histoire a montré que non, on a, par notre propre inventivité, par notre génie, transformé nos modèles agricoles avec un certain coût, qu'il s'agit aussi maintenant de résorber. Mais on a changé notre mode de vie, on a changé notre relation au monde, et ça nous a permis, peut-être dans des proportions inconsidérées, qui nous ont menés dans une forme d'ébriété, de nous développer au XXe siècle de la façon dont c'est. Donc moi, mon message, c'est de dire la démographie n'est pas un problème, c'est juste un problème si on a un mode de vie qui est problématique. Et à l'inverse, c'est pareil pour le tourisme. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il faut qu'on bloque les flux touristiques selon votre perspective? Est-ce qu'il faut que... prenez le sujet différemment. Est-ce que le tourisme fait du bien à votre territoire ou pas? Si vous me répondez que ça ne fait pas du bien à votre territoire, dans ce cas-là, oui, il faut bloquer. Si au contraire, vous pensez que le tourisme fait du bien à votre territoire, économiquement, biologiquement, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et la sobriété vendue à cet univers humain, à tous les hommes et à les femmes, à 5 milliards, ça peut devenir un produit marketing attirant alors? Oui, alors la sobriété, d'une certaine manière, moi, c'est un mot que j'utilise, ou qu'on peut utiliser pour questionner la forme et la qualité de la croissance. C'est-à-dire que plutôt que de parler de décroissance, qui est un mode de représentation linéaire du sujet, plus, moins, si on se met à parler de la qualité de cette croissance, comme pour un être humain qui croît jusqu'à un certain point physiquement de façon linéaire, et puis qui ensuite qui croît d'autres manières, avec une réflexion sur ce qui est justement dans une hiérarchie de valeurs de la croissance, de la sagesse, du développement. C'est un petit peu pareil aujourd'hui au niveau matériel, bio et géophysique. Il faut qu'on réfléchisse à la forme de la croissance, et la sobriété est nécessaire, en tout cas pour instiller la prise de conscience d'un certain nombre de limites territoriales. Temps court, temps long. Alors, temps court, temps long, deuxième sujet, alors c'est très intéressant parce que là, je suis sur une phase de ma vie où je suis très espace. Là, le livre qui clôture cette année, et j'ai dû faire
j'ai fait un certain nombre de conférences sur ce sujet, c'est Géo. Donc je suis sur la première phase Géo. Pour info, avec mon éditeur, c'est déjà négocié que l'année prochaine, ce sera une phase bio, donc le livre Bioconscience, donc plutôt notre représentation du vivant, et si l'humanité changeait sa vision du vivant, et l'année suivante, ce sera techno, donc plutôt nos visions de la technologie et la façon dont on l'utilise. Mais ça arrive assez souvent qu'on me pose la question du temps. Par exemple, la dernière fois, il y avait Médecins sans frontières et plein d'acteurs de la médecine qui me disaient « Nous, on vit dans le temps court, on vit dans l'urgence, on vit dans le soin immédiat. » Comment est-ce qu'on réconcilie ces grands enjeux de temps long avec lesquels apparemment vous êtes à l'aise, avec notre temps court? Et en fait, j'ai envie de le faire, mais il y a vraiment un sujet. Moi, je crois que c'est exactement la même difficulté que réarticuler le global et le local. Il s'agit de trouver des moyens d'y réfléchir et d'y arbitrer. Je ne crois pas au film Don't Look Up, vous savez, cette idée que en fait, la question du rapport au territoire, les dysfonctionnements géobiologiques dont on parle, c'est une météorite qui va nous tomber dessus et qui va anéantir l'humanité. Je crois que c'est une erreur d'en parler de cette manière-là. Pour moi, c'est un problème beaucoup plus profond. Ce n'est pas un problème industriel qui date d'il y a 150 ans. Ce n'est pas un problème économique qui est lié à la mondialisation. C'est un problème qui date pour moi d'il y a 12 000 ans, donc qui en fait va être résolu, il va falloir prendre ce temps. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas optimiste sur l'avenir. Je ne suis pas pessimiste non plus, je suis confiant. Parce que les projections des géoscientifiques à partir de données nous indiquent bien que dans le siècle qui vient, il va y avoir des transformations majeures de nos territoires, qu'il s'agit de les modéliser sous forme de risques, de façon prospective, parce que ça arrive et que ça va changer. Et donc qu'il va y avoir des personnes qui vont souffrir. On parlait de l'Inde tout à l'heure. En France, on a quand même beaucoup de chance d'avoir une économie qui est solide, qui est structurée, mais même en Méditerranée, il va y avoir des enjeux liés à l'eau qui vont vraiment être très très durs, c'est évident. Donc je ne suis pas optimiste en disant tout va bien se passer, mais je suis plutôt confiant en notre capacité à générer des espaces de dialogue, d'arbitrage, de gouvernance. Et je pense que des acteurs comme vous, c'est-à-dire qui, vous le savez, avaient un certain pouvoir d'influence sur nos décisions collectives, au plan économique, politique, social, territorial, peuvent laisser des espaces pour que ces sujets-là soient discutés. C'est vraiment ne pas sous-estimer la lucidité sur ces questions-là qui est cruciale. Oui, mais alors, pardon, parce qu'ils sont peut-être un petit peu trop polis pour vous poser une question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faut une culture du territoire. Au fond, tous les chefs d'entreprise qui sont là et qui ont des usines ont cette conscience aiguë du territoire. Je dis ça sans flagornerie, mais les lieux en France, où on obtient l'autorisation pour en construire une ou pas, les ressources. Ils ont deux contraintes qu'ils n'ont pas citées encore. Comment on a une culture du territoire et on essaye de se responsabiliser à l'aune de cette culture, alors que son conseil d'administration est à Berlin ou à Boston, ou son financier qui décide. Alors aujourd'hui, les financiers sont pas... Je ne fais pas mon Mélenchon de base, hein, les financiers peuvent raisonner comme vous. Ils vous écoutent aussi. Ils réfléchissent en essayant de voir, très bien, mais à court terme, on est encore dans le temps et le temps long, ils donnent des ordres. Il faut produire, vendre. Donc, et puis il y a les concurrents. Même si on avait envie d'être vertueux, les concurrents disent bah oui, moi je fais moins cher, je fais encore chimique, j'arrive de Chine, enfin voilà, et j'obtiens le marché. Comment vous résolvez cette obsession qu'on peut tous avoir du territoire et en même temps deux contraintes essentielles, la concurrence et la finance qui décident d'ailleurs et qui elle l'a pas forcément. Alors merci de poser ces questions cruciales. Je vais même rajouter, pour me complexifier la réponse, la dimension sociale, l'emploi. Bah oui. Voilà, ce qui fait aussi partie du territoire. On peut avoir envie de l'avoir, mais on l'oublie. Voilà. Alors, première question. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez sans doute Nexens. Vous connaissez l'histoire de Nexens. Nexens, c'est une boîte cotée. Donc il s'agissait d'aller questionner la valeur. Donc vraiment d'aller parler. Alors c'est des logiques d'actionnaire Berlin un peu, mais d'aller vraiment travailler cette question de la valeur. En quelques années seulement, parce que position de leader, donc position d'influence sur une filière structurée, on a la possibilité de changer la façon dont on conçoit la valeur. Et même, je pense que, il le raconte bien, le CEO, dont j'ai oublié le nom, il a passé énormément de temps à aller parler à ceux qui font de la notation, ceux qui estiment la valeur des choses. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ont un problème avec le cuivre, puisqu'ils mettent beaucoup de cuivre dans leurs câbles sous-marins numériques dans le monde entier. Et ils ont réalisé qu'il est probable que les réserves ou les ressources estimées au XXe siècle de cuivre arrive à une phase un peu critique. On va en parler tout à l'heure à la table ronde. Voilà. Donc du coup, ils ont mis en place, vraiment en influençant leurs fournisseurs et leurs clients, des logiques de filière. Ils se sont débarrassés, entre guillemets, de près de 3/4 de leurs clients après Covid, en se disant, vous ne voulez pas rentrer dans ces logiques vertueuses? Eh bien très bien, vous serez... Mais ils ont pu faire ça parce qu'ils étaient leaders. Hein.
Et ils ont dit, tous ceux qui acceptent de rentrer dans ces logiques virtueuses, on va augmenter notre relation économique. Et ça a donné quoi? Ça a donné fois 1,5, fois 2 presque en capitalisation boursière. Pourquoi? Parce qu'ils ont accentué leur résilience. En fait, c'est quasiment comme s'ils avaient gagné 20 ou 30 ans de vie assurée parce qu'ils sont rentrés dans une logique d'économie circulaire par rapport au cuivre. Donc en réalité, il est possible au niveau de l'évaluation de la valeur, même pour une boîte cotée, de considérer que ces prises en considération du territoire de manière accrue ont beaucoup de valeur. Deuxième niveau, le niveau... Quand on n'est pas leader et qu'on a les concurrents. Voilà, niveau concurrent. Moi, je suis persuadé qu'il va commencer à y avoir une course à l'échalote sur la relation saine au territoire et sur la qualité plutôt que la quantité et le toujours plus. Et je parle encore de la Chine. Moi, ce qui m'a marqué quand je parle avec les entreprises chinoises, c'est qu'ils arrivent à un stade où ils ont été vraiment dans le rattrapage productivité à outrance et on fait le plus possible. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la fast fashion, il y a les acteurs qui sont les plus caricatureux de la planète sur ce sujet-là. Mais en fait, les grands acteurs sont aussi en train de se dire, bon, comment est-ce qu'on passe à la qualité ? Comme l'a fait l'Allemagne à la fin du 19e siècle, comme l'a fait les États-Unis au début du 20e siècle. Comment on passe de on est un acteur reconnu pour avoir des gros ateliers du monde, enfin, quanti-production, à on fait de la qualité. Et en fait, tout le monde est d'accord pour dire que ça a de la valeur. Le problème, c'est que ça laisse de la place aux autres qui vont du coup se dire l'espace est pris pour du bas coût, grosse productivité. Et donc c'est pour ça qu'il faut une combinaison entre un volontarisme des acteurs économiques pour passer à la qualité, sortir de la quantité, qui ne va pas forcément limiter la valeur de l'entreprise ou son développement. Mais il faut travailler main dans la main avec le cadre réglementaire pour ne pas qu'émergent en rebond ces acteurs qui vont du coup s'engouffrer dans des modes de production non vertueux. Et le troisième niveau, c'est le social. C'est-à-dire que souvent, on me dit, d'accord, on peut viser des objectifs ambitieux. Ce que moi, j'appelle une performance territoriale. La performance territoriale, elle prend en considération ces dimensions géo-biotechno. Et en fait, on peut se dire demain, et c'est ce qui est plutôt en train de se passer, même si on est très en avance de phase, on va pouvoir évaluer la performance. Le taux de circularité dont je parlais tout à l'heure, le taux de circularité planétaire, moi, je pense, une personne comme Jean-Marc Jancovici, dans les années 90, a un peu déployer la notion de bilan carbone et aujourd'hui pratiquement toutes les entreprises font du bilan carbone et ont des chiffres sur ça. Moi je suis persuadé que le taux de circularité demain il sera affiché par toutes les entreprises. Nous avons en 2040 un taux de circularité de 51%, de 60%, de 25% et ça deviendra un avantage compétitif. Tout à l'heure, la FIPEC dans le rapport d'activité évoquait le travail qu'elle a fait sur la REP, sur sa propre REP, sur sa propre filière de recyclage justement, notamment et déchets. Donc ça va devenir ça. Et puis, il y a la question de l'emploi. Si on fait tout ça, combien d'emplois ça détruit? Et donc, pour ça, il y a des théories économiques qui existent et dont peut-être certains ont entendu parler, comme la théorie du donut, qui consiste à dire qu'en fait, aujourd'hui, on va être bon pour la planète, pour le territoire, et donc on va supprimer tant d'emplois. C'est par exemple des situations qui se présentent chez le plus gros employeur en Europe, qui est l'industrie automobile. C'est le secteur industriel qui emploie le plus de personnes en Europe, l'automobile, qui là aujourd'hui se retrouve confronté à des transformations. Dire au nom de la décarbonation du territoire ou de l'écologie, je vais mettre tant de gens sur le tapis ou sur le trottoir, c'est inacceptable. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'au nom de la planète, on va détruire des emplois. Mais dire que pour préserver des emplois, on va pouvoir continuer à y aller franco, et c'est tout aussi inacceptable. Donc en fait, on se retrouve dans la théorie du donut. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de sphère où il y a ce qui est inacceptable à l'extérieur du donut et ce qui est inacceptable à l'intérieur du donut, qui consiste à réconcilier la conscience du territoire et la conscience sociale, celle des emplois. C'est pour ça que pour moi, le territoire, c'est aussi le lieu où ça se recoupe, le social, le technologique, l'écologique, l'économique. Avant de conclure, peut-être est-ce qu'il y aura 2 questions. Alexandre Sobo, je vous en prie. Oui, donc Alexandre Sobo, France Industrie. Vous avez très bien montré que la problématique que vous décrivez est complètement planétaire et que les grands sujets qui nous sont posés, on ne peut pas les traiter uniquement en France. On a derrière un énorme chantier de transformation et de changement qui, à court terme, ne produit aucun bénéfice utilisateur. C'est-à-dire que faire mieux pour la planète, quand vous prenez l'exemple de la voiture, celui qui utilise une voiture électrique, je crois qu'il vit tous les jours le fait que ce n'est pas bien mieux. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais en usage et en satisfaction de besoins. Donc on a un changement... Je peux contester ça. Oui, mais je vous laisserai le contester. Je veux dire, c'est un point de vue très, très subjectif. Tout à fait. Et dans cet environnement, on a un changement considérable. Il faut qu'à un moment donné, ça produise des résultats. Et ma question n'était pas tant sur la voiture que comment on fait pour aligner les calendriers. Parce que si on demande beaucoup d'efforts
a un horizon 15 ans en Europe et qu'il est de 45 ans en Chine et de 80 aux États-Unis, celui qui fait l'effort en premier, compte tenu de la problématique mondiale, il n'en voit aucun bénéfice. Et à quel moment on fait en sorte que ceux qui font les efforts ne soient pas découragés? Et on voit des premiers mouvements de réticence à tous ces changements. C'est-à-dire, je fais des gros efforts tout seul, comme il ne se passe rien ailleurs et que finalement j'ai de la concurrence, je n'ai pas d'amélioration. Et on pourrait penser que ça engendre, vous ne le dites pas, mais le choc politique qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis très C'était inquiet. implicite dans la question. Je suis très inquiet, et pas seulement lié aux événements récents en politique française, mais de façon générale, à une sorte de ras-le-bol par rapport à tout ça, puisque finalement, on demande aux gens des efforts dans un calendrier qui est différent, avec des résultats qui vont être vécus comme très limités. Et comme je partage pleinement les objectifs que vous décrivez et la nécessité de complètement changer de paradigme, c'est comment on garde la dynamique et comment on emmène tout le monde en ne se donnant pas des objectifs qui ne produisent pas de résultats. Alors merci pour cette question. Donc du coup, j'ai la réponse. La réponse est dans votre question. C'est-à-dire que vous dites comment est-ce qu'on fait pour demander des efforts aux gens, sachant que les résultats vont pas être positifs. En fait, les résultats vont être positifs. En fait, les résultats sont positifs. Et s'ils ne les ressentent pas, les gens. Il faut en parler. Et voilà. Donc le problème, c'est de... Et si quand on pose la question, déjà, on met dans la question, ça ne va pas marcher. Alors pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de faire des efforts pour quelque chose qui ne va pas marcher? Évidemment, c'est une tautologie. Ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais si c'est présenté comme ça. Ce qu'il faut faire voir, et ce que j'essaye de faire voir, c'est à quel point les entreprises ont un intérêt particulier à rentrer dans ces dynamiques-là. Les gens, les individus, les sociétés ont leur intérêt, et c'est eux qui vont en bénéficier de passer à une autre relation au territoire, mais à tous les plans, au plan économique, au plan social, au plan... Alors certes, ça passe par une phase d'apprentissage, ça passe par des renoncements, ça passe par un certain nombre d'efforts, ça passe par des concessions, ça passe par des compromis, ça passe par, oui, un certain nombre de douleurs, mais in fine, il est évident que le résultat, il est positif, il est souhaitable. C'est quand vous dites in fine, c'est là que je suis très inquiet. On est tous d'accord, in fine, on est tous morts, et in fine, quand on fait tout bien, on a sauvé la planète. Non, on s'est sauvé nous-mêmes, c'est pas du tout la planète. La question, c'est le chemin. Ah oui, bah là, en fait... Qui passe par des crises, et vous ne privilégiez jamais le mot crise, et on est en plein de vivre une crise. En fait, pour moi, pour traverser la crise, il faut savoir où on va. Et si on dit on va à un endroit où on n'a pas envie d'aller, il est évident qu'on n'arrivera pas à traverser les crises. Donc moi, je ne parle pas de la façon de traverser les crises, je parle de la définition d'une vision qui va permettre de se dire, avec confiance, on affronte la crise. Et en fait, si on enlève cette vision souhaitable, cet espace commun, cette vision commune à bâtir, en fait, si on l'enlève, il est évident qu'on n'arrivera pas à affronter les crises et les difficultés et les efforts. Donc en fait, il ne faut surtout pas enlever ce truc-là, parce que sinon on n'arrivera pas. En fait, et ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt qu'on nous demande de faire des efforts ou d'affronter un certain nombre de dilemmes, de souffrances ou d'apprentissages, sans justement bien nous montrer la raison pour laquelle nous réconcilier avec le territoire, c'est positif pour tout le monde, y compris les entreprises. Mais ça passe par des concessions et par des choix immédiats. Donc, vous voyez que vous avez gagné, parce qu'au fond, la question d'Alexandre Sobo est tellement vitale qu'elle interroge le nœud même de ce que vous dites, mais c'est bien la preuve que c'est passionnant et qu'on vous écoute. Je ne dis pas ça pour vous couper complètement, parce que Gaël a fait une dernière promesse de question, donc une dernière question. Oui. Alors, je vous en prie, présentez-vous. Achilles Spiridis, donc je suis aussi du groupe AkzoNobel. Donc, vous allez intervenir. C'est très intéressant ce que vous dites, mais comment aussi concilier le marqueur valeur et les marqueurs coût? Parce que tout le monde veut obtenir la valeur de ce qu'on achète, mais très souvent, on n'est pas prêt à payer les coûts. Alors, ce qu'il faut voir, et là, ça va être le même type de réponse que tout à l'heure sur la concurrence et la façon de gérer la concurrence. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut nécessairement travailler main dans la main avec les acteurs publics et donc le cadre réglementaire, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières et donc un certain nombre de coûts qui sont compensés par la chose et par l'espace public. Et donc, en particulier, des industries ou des entreprises qui ont un impact très fort sur les territoires. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les coûts ne sont pas objectivement distribués par l'activité privée économique. Il y a des coûts qui sont très largement soutenus dans un certain nombre de, je sais pas, la mobilité, le transport, le tourisme, l'immobilier, etc. Donc en réalité, ces logiques de coûts dont vous parlez, pour moi, elles ne peuvent être prises en considération non plus par la quantité, ce qui a été le cas un peu au XXe siècle dans ce processus, on va dire, d'expansion
de la conscience globale et aussi de la mondialisation de l'économie. Mais là, on passe dans une logique qualitative, et la logique qualitative, elle doit forcément s'inscrire dans des limites, le donut, dont on parlait tout à l'heure, et avec l'appui de l'action publique. Donc en gros, pour aller faire que tel ou tel coût soit acceptable dans un secteur économique donné, on est obligé de travailler main dans main avec la conscience publique, et donc du coup avec l'action publique, et voire même aussi avec les gens, les employés, les salariés. Et donc, je ne vois pas d'autre solution, en tout cas. Et c'est juste qu'il faut sortir de cette logique productiviste, extractiviste, quantité héritée de 12 000 ans de relations au territoire qui, de fait, au XXe siècle, devient obsolète. Merci, Maxime Blondeau. Je voudrais dire quand même que c'est assez exceptionnel parce que vous êtes assez confiant quand même, parce que vous nous proposez un troisième âge, celui d'une nouvelle alliance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent une nouvelle alliance depuis je ne sais plus qui, et pas que Jésus-Christ. Oui, ouais. En tout cas, vous nous proposez de voir loin en faisant proche. Bravo pour tout ça. On peut peut-être saluer Maxime Blondeau. Merci à vous. Bon retour à Vannes, où on a presque envie de venir vous visiter. Peut-être formidable, passionnant.